Mathieu Vabre, vous êtes l'un des fondateurs et directeurs de Seconde Nature. Rien à voir avec le projet de Camille Prunet, hein, ça pourrait prêter à confusion. Une association précurseur dans la création artistique contemporaine à l'ère numérique. Aujourd'hui, vous êtes co-directeur de Seconde Nature et de Zinc, ainsi que spécialiste des relations entre art contemporain et technologie. Vous assurez la direction artistique de la biennale Chronique, biennale des imaginaires numériques. Commissaire d'exposition et producteur délégué, vous avez travaillé sur de nombreuses expositions et programmations internationales. Vous accompagnez également des artistes dans la création d'œuvres, d'installations ou de spectacles et vous coordonnez une plateforme de production aux côtés d'une vingtaine de lieux et de structures locales et internationales. C'est à vous. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci à Camille pour cette très riche intervention, pour cette passerelle aussi sur Seconde Nature, en effet, qui est donc une structure aixoise qui est née il y a plus de 20 ans sur ces questions autour de l'hybridation et de ce devenir, en fait, notre devenir humain dans cet environnement technologique. Et Seconde Nature est en effet, avec Zinc, une autre association culturelle sur les questions d'art numérique basée à Marseille, à la Friche Belle-de-Nez. Ce sont deux producteurs qui organisent la Biennale Chronique. Alors, je ne sais pas si on peut passer sur mon ordi, normalement. Voilà. Voilà, Biennale des imaginaires numériques qui a lieu donc en région sud, dans 4 villes pour la prochaine édition, avec une petite pub, donc, puisque vous avez les dates de la future édition en 2022 qui, on l'espère, se déroulera dans des conditions normales, puisque je vais vous parler de l'édition 2020 qui est en rapport avec le sujet. Qui s'est déroulé en temps Covid et donc qui n'a jamais pu ouvrir ses portes au public, malgré le fait que nous avions monté toutes les expositions, et pour lequel donc, nous avons pu faire un travail de digitalisation et d'accueil de professionnels autour des œuvres qui étaient vraiment d'actualité, puisque la thématique de la Biennale était la thématique de l'éternité, avec un point de départ qui est cette situation paradoxale où aujourd'hui dans le discours médiatique on parle donc de plus en plus de la fin des temps et ce discours coexiste en même temps avec une idéologie dominante prônée par les libertariens de la Silicon Valley essentiellement autour du transhumanisme pour allonger la vie humaine et pour lui donner des capacités augmentées. Donc cette situation paradoxale nous semblait être le point de départ d'une biennale autour de l'éternité, avec ce questionnement autour du futur, en fait, qui n'était plus forcément désirable, qui s'effondrait aussi petit à petit, cette croyance dans le progrès et dans l'espérance, surtout dans un futur désirable. Donc c'est le point de départ de Éternité et donc de l'invitation à des œuvres qui questionnent justement de possibles hétérotopies, voire des utopies, pour créer un monde et un futur désirable. Ces hétérotopies, en fait, c'est un peu c'est le fil rouge en fait des éditions de la Biennale. Puisque si je reviens sur la première édition qui a eu lieu en 2018, la thématique de 2018 était sur la question de la lévitation. Et donc nous l'avons abordé, la lévitation, justement pas comme quelque chose de littéral, mais plutôt aussi sur cette question de comment notre vision aujourd'hui et notre perception de l'espace a été déportée par le biais des technologies, et comment notre vue d'en haut aujourd'hui et notre représentation de l'espace se fait au moyen de moyens technologiques comme le GPS, comme les drones, les satellites. Et jusqu'à déporter notre vision même pour créer des guerres aujourd'hui, qu'elles soient plus anciennes ou actuelles, où donc le corps humain n'est plus là en tant que tel, mais il est confié à la machine. Et c'est un peu à partir de
cette idée-là que j'ai commencé à réfléchir la Biennale autour de l'éternité et donc de toute cette question autour de la mutation du vivant, puisque c'est Günther Anders déjà qui a écrit dans l'obsolescence de l'homme que justement la fin des temps, il datait la fin des temps à partir du moment où l'homme s'est créé ses propres moyens pour s'autodétruire avec l'arme nucléaire, et surtout avec Walter Benjamin aussi qui partage cette analyse, le moment où le réel est devenu, ne se perçoit qu'à partir d'objets techniques, et que donc on a une pauvreté de l'expérience, notamment dans les guerres comme la Première Guerre mondiale, comme il le raconte Walter Benjamin, où les soldats n'avaient plus aucun souvenir de ce qui s'était passé, et que l'on avait confié du coup cette expérience du corps humain à la machine. Donc c'est un peu le fil rouge de la pensée, en tout cas qui relie les deux éditions de la Biennale de Lévitation à Éternité. Et l'exposition Lévitation se terminait justement par cette vue. Donc c'était une installation vidéo de Félicie Destienne-Dorve qui s'appelle Continuum, qui était une sculpture et à la fois une vidéo, puisque c'était la reproduction d'un coucher de soleil vu depuis Mars, donc fait avec de l'image de synthèse et en même temps avec une sculpture lumineuse qui reproduisait le soleil derrière l'écran. Et donc c'est un travail qui a été mis aussi en musique autour de la musique de Eliane Radig, autour de la trilogie de la mort. Et alors pourquoi je parle de ça, c'est que justement c'est de l'évitation de justement et de ces rêves d'espace, de ces rêves d'envol. Comme les artistes, on a fait ce chemin en lisant Bruno Latour sur Où atterrir, que la question finalement de l'espace n'était plus la bonne, mais que c'était vraiment de la question de là où on allait habiter et où on allait atterrir pour construire un monde demain. Et que justement il fallait revenir aussi sur cette zone critique, cette zone terrestre, plutôt que s'imaginer que nous allions pouvoir nous évader et trouver d'autres zones habitables. Et donc on est passé de la question de justement de ces rêves d'envol à cette question de comment réinventer des modèles de société sur notre espace Terre, et comment on réinvente du coup une écologie relationnelle avec notamment le non-vivant. En montrant justement des travaux d'artistes qui proposent des fictions, des imaginaires différents, alternatifs, hétérotopiques, et qui questionnent toujours un peu cette situation paradoxale entre technologie et vivant. Donc par exemple avec Donatien Aubert, qui a été présenté à la Friche Belle de Mai ici, et qui recréait un jardin artificiel dans des fermes verticales, comme on peut le voir ici, complètement autonomes, et qui sont vraiment issus, je vais montrer un petit film qui explique très bien ça, qu'il a créé, qui sont issus de la philosophie et de la science cybernétique. Et qui donc imagine pouvoir créer du vivant à partir donc de ces fermes verticales, en tout cas de l'autonomiser, tout en le confrontant en même temps avec par exemple ces sculptures qui sont des reproductions en impression 3D de plantes, de l'ensemble des plantes qui ont disparu déjà depuis 1856. Voilà, je vous montre l'extrait du film qui est accompagné ces sculptures. Les soubresauts de la recherche militaire aux États-Unis ont enfanté au milieu du XXe siècle un nouveau mouvement scientifique, la cybernétique. Avec elle, le monde entra dans une ère dominée de façon irréversible sur le plan intellectuel et industriel par les technosciences.
Motivés par la création de dispositifs de calcul autonomes, les cybernéticiens ont développé une représentation du monde d'inspiration mécaniste, leur permettant de faire reproduire sommairement à des automates et des machines computationnelles des conduites qu'ils avaient observées chez les vivants. La cybernétique a popularisé la représentation du monde en un ensemble d'unités fonctionnelles, les écosystèmes, faisant pièce, s'insérant dans un réseau complexe de boucles de rétroaction que les premiers écologues se donnèrent pour tâche de décrire. Alors qu'il devenait évident que l'industrie avait un impact imprévisible sur le climat, analyser ces effets devint un enjeu stratégique de développement. Pour satisfaire ces nouveaux besoins, des stations météorologiques ont été construites partout autour de la planète. Elles maillent la surface du globe. Quant à ces régions océaniques... Et si on avance un petit peu dans la vidéo, on retrouve cette même ambiguïté. Il qualifie ces structures habitables d'espèces architecturales. Partiellement indéterminées, celles-ci peuvent être intégrées au sein d'un environnement paramétrique dont la fréquentation, l'ensoleillement, l'exposition au vent et à la pluie peuvent être ajustées de sorte à correspondre à n'importe quel site d'implantation. Ils soumettent enfin leurs prototypes à des algorithmes évolutionnaires qui vont les aider à sélectionner, au sens darwinien du terme, l'espèce architecturale correspondant le mieux aux besoins des commanditaires. La démarche, si elle peut paraître effrayante de prime abord, permet de concevoir des bâtiments qui rendent de nombreux services écologiques. Ces architectures ressemblent à des balanes, des anémones, des pommes de pin, des semis ou encore des nénuphars. Elles incorporent des matériaux intelligents. Les plus spectaculaires, dotés de pétales, ouvrent des conduites d'air la nuit pour ventiler leur intérieur. Nous vivons une époque étrange. Les êtres occupent une relation toujours plus étroite avec notre milieu technologique. Au cours des années 2000, la ville de Paris a doté ses centaines de milliers d'arbres de puces RFID afin de pouvoir tenir un journal de leur croissance. De grandes conurbations, comme Singapour, étudient sérieusement la possibilité de réintégrer dans leurs murs des cultures vivrières, administrées au sein de fermes verticales, boîtes noires d'un nouveau genre, où la plantation et la récolte des denrées seraient effectuées intégralement à l'aide de machines, dans des immeubles hermétiquement isolés du monde extérieur. Dans certaines régions du monde où les insectes pollinisateurs... Donc, je n'ai pas l'occasion de montrer tout le film de Donatien Aubert qui retrace toute cette histoire-là, vous l'avez compris, donc très ambiguë, paradoxale, sur les imaginaires qui ont été créés autour de la cybernétique et qui sous-tendent en fait beaucoup de travaux d'artistes qui utilisent des technologies dans ce rapport paradoxal. Cette ambiguïté, elle était présente tout au long de la Biennale dans le rapport à des objets vivants comme à cet âge. Je vous montre une œuvre ici de Cheng Chi-wei, un artiste taïwanais, qui était présenté à Aix-en-Provence. Donc avec un mécanisme très simple qui était donc ces fils motorisés qui donnaient la sensation, l'imitation du vivant, donc des branches qui ployaient sous le vent, avec tout un jeu d'ombre et de lumière qui donc questionnait ce rapport à l'artificialité. Et puis il y a des mythes comme celui de la caverne de Platon qui peut nous faire référence en Occident, même s'il n'y faisait pas forcément référence de son côté. Donc on est entre l'objet, la souffrance imposée à l'objet, et on est vraiment dans la représentation du coup de ce que la modernité a tenté de faire justement en dominant le vivant et en agissant comme des dieux, puisque les fils pouvaient vraiment faire penser à des parcs qui agissent sur le destin des hommes. Donc il y a avec Donatien Aubert, avec cet artiste, vraiment cette critique justement de l'exploitation de la nature comme ressource par l'homme. Et une critique aussi dans
dans l'utopie que la technologie peut proposer aujourd'hui comme voie justement pour nous sauver. Par exemple avec cette œuvre de Barthélemy Antoine Leuf, Tipping Point, qui a été donc présentée aussi à Aix-en-Provence et qui était une vanité contemporaine, comme vous le voyez, où ce glacier, il faisait référence à la disparition des glaciers, et donc l'artiste met sous cloche en fait ce glacier avec un système qui vient toutes les heures créer une goutte et qui vient augmenter du coup la glace que l'on voit sous la cloche, sous respiration artificielle. Et avec ce qui nous intéressait, c'était vraiment cette question, peut-on réparer la nature ? Puisque toute la démarche de Barthélemy Antoine Leuf se base sur des expérimentations réelles aujourd'hui où on essaye de reconstruire les glaciers qui sont en train de fondre, notamment sur la banquise. Donc on a toujours cette croyance aujourd'hui dans notre réparation du vivant par la technologie, que ce sont des choses que la technologie va pouvoir donc du coup réparer, alors qu'elle a mis des années à justement créer ces glaciers. Donc après cette phase de réflexion critique sur le rapport aux technosciences et à la modernité, il y avait un deuxième axe de la Biennale qui était que voulons-nous faire pousser sur les ruines, très inspiré justement du champignon de la fin du monde dont Pauline a pu parler tout à l'heure, et qui proposait donc des voies, des modèles de société à partir des imaginaires d'artistes. Plusieurs axes étaient créés, notamment je montre des travaux d'artistes autour de la question de la coexistence et de l'interespèce. Je me demande pourquoi le monde est décidé à 20 ou 8 humains. Je me demande si peut une vraie politique exister dans le déni de l'interdépendance du vivant. Je crois qu'une politique qui nous impute d'un écosystème est une nécropolitique. Une politique basée sur l'exploitation des ressources limitées est une nécropolitique. Une politique qui n'intègre pas la voix des arbres, des libellules, des fleuves, des lichens est une nécropolitique. Comment passer d'une nécropolitique à une politique du vivant ? Je n'ai pas la réponse, mais avec le projet G5, j'essaie de formuler la question. Avec mes outils qui sont l'écriture, la fiction, la performance, le spectacle vivant, la poésie et les rencontres. Donc ça, c'est tout un projet de Rossio Berenguer qui s'appelle G5 et qui prône la question donc de l'interespèce et qui recrée à partir d'un spectacle, d'une performance et d'une installation ce G5 où l'ensemble des entités vivantes seraient convoquées pour essayer de penser leur futur et leur mode de relation. Donc on parle de l'intelligence minérale, de l'intelligence végétale, de l'intelligence animale, de l'intelligence humaine et aussi de l'intelligence artificielle qui permet justement de se comprendre, en tout cas dans le spectacle, dans la fiction, dans ce que propose Rossio Berenguer, de pouvoir traduire en fait le langage de chaque intelligence. Donc c'est cette fiction se déployait donc chez Rossio Berenguer au travers d'un spectacle et d'une installation. Elle était aussi sous-jacente dans d'autres travaux qui étaient montrés à la Biennale, comme toujours Chen Chi-wei qui a créé Reborn Tree, l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure, où ici il créait une interface, en tout cas toute une mythologie autour du virus, qui fait partie aussi pour lui du vivant et qui se nourrit de l'être humain. En tout cas, il y a une interdépendance entre le virus et l'être humain. Et donc, il recréait ce principe métonymique avec les pommes de terre que vous voyez exposées sur les murs et cette barre de LED qui recréait le système donc de naissance, puisque les barres de LED s'éteignaient à partir du moment où la pomme de terre mourait. Donc la technologie aussi utilise le vivant et sont en interdépendance. C'était le message de Chen Chi-wei.
Un des travaux dont on a pu parler aussi, c'est Spring Odyssey de Élise Morin, qui était montré à la Friche, qui a en effet travaillé sur la forêt rouge de Tchernobyl, donc l'endroit le plus pollué au monde, et qui a été exposé à la Friche avec une installation en réalité virtuelle, et qui nous permettait de voyager en effet dans cette forêt rouge. Et surtout, ce qui nous intéressait et ce qui intéresse l'artiste, c'était les notions de dark écologie. C'est justement de voir comment l'ensemble du vivant est interconnecté, et comment aussi le vivant, et notamment ici le végétal, peuvent être source demain de solutions pour justement vivre dans un monde que l'on sait pollué et de plus en plus nocif pour l'être humain. Et justement, à partir de cette plante végétale qui avait muté, puisque les traces blanches que vous voyez sont vraiment issues de l'exposition à la radioactivité de ces plantes de tabac, avec le concours de biologistes, justement, Élise Morin a recréé des nouvelles plantes qui conservent aussi cette mutation en termes d'ADN, et qui donc peuvent naître avec ces taches blanches ou pas, et qui donc résistent plus ou moins à la question de la radioactivité. Donc ça propose un autre imaginaire aussi sur comment demain, peut-être nous allons devoir aussi habiter dans ce monde nocif, et comment nous allons pouvoir aussi nous adapter. Une des autres hybridations qui était présente était la question de l'hybridation justement de l'homme et la machine. Avec un projet d'Eva Medine, Le monde après la pluie, qui montre, je ne vais pas montrer le film en parce que je n'aurai pas le temps, mais un humanoïde qui commence peu à peu à perdre justement sa couche robotique. Pour aller vers un être humain hybride. Je vais devoir accélérer, donc, et qui lançait un troisième axe que je vous propose aussi sur la question des hybridations, autour des mutations et de l'hybridation homme-machine, notamment avec des travaux qui convoquaient donc la science et le design. Ici, un artiste, Paul Kwang, The Appendix Human, qui proposait donc de regreffer notre appendice humaine pour, alors qui est un organe dont on n'a plus besoin aujourd'hui, mais de le recréer à partir justement de la technologie pour pouvoir mieux digérer et pouvoir proposer des menus qu'on a sur le devant, donc devant vous, avec donc des espèces végétales, des espèces qu'on pourrait justement digérer grâce à ce nouvel organe. Et c'est un travail art et sciences qui est proposé donc avec des chercheurs. Il y avait d'autres axes plus dystopiques, comme par exemple ce travail de Future Baby Production avec l'artiste taïwanais Chung Chi-Lang, qui travaillait sur l'ectogénèse et justement la grossesse extra-utérine, et qui a aussi travaillé dans un contexte européen de recherche sur la question de la parentalité et du futur de la parentalité. Donc pour terminer, je voulais justement revenir de manière synthétique sur ces travaux avec une approche plus politique justement du collectif Disnovation, dont Pauline a parlé et dont elle fait partie, avec justement ces collectifs qui proposent une forme entre art et activisme, et qui proposent vraiment une participation du public, où le public est invité aussi à jouer et à réfléchir sur comment inventer un monde post-capitaliste,
où on n'utilise plus la question des énergies fossiles. Et je trouve que c'est assez emblématique aussi de l'intelligence collective développée par ces artistes qui essayent vraiment de retravailler une politique de l'être ensemble et qui questionnent des enjeux politiques. Qui, malgré ce que dit Frédéric Lordon récemment sur justement cette question du vivant qui est approprié par le milieu culturel et qui ne dénonce pas le mal qui est le capitalisme, selon lui, qui provoque en fait tous ces changements et ces dégradations. Je pense justement que ces artistes proposent une vision politique, une vision de l'intelligence collective et du care et du prendre soin, à l'image donc de ce collectif-là. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Merci Mathieu. Je peux vous certifier que dans Post-Croissance, il y a des vrais marxistes pur bas. Est-ce qu'il y a des questions ? Toujours pas. Alors j'avais envie de vous demander, parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas trop au courant de ce que c'est, qu'est-ce qu'une hétérotopie ? Alors c'est dur à expliquer en 5 minutes puisque c'est un concept développé par Michel Foucault, qui est une vision de l'utopie matérialisée dans un espace proche et dans un espace alternatif, du coup à notre condition, mais qui n'est pas inaccessible, contrairement à l'utopie. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Des utopies concrètes.